les collectivités aménagent leur territoire avec le très haut débit. À toute fin utile, sachez que M. Serge Pujol est expert en infrastructure des réseaux de communication et spécialiste de l'intervention des collectivités territoriales. Bienvenue Serge Pujol, à vous la parole. Comme d'habitude, les mêmes règles, 10 minutes, 5 secondes et 8 centièmes. C'est parti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'intervention de Serge Pujol. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors je ne vous proposerai pas une présentation à très haut débit, parce que c'est toujours très pénible à suivre. Donc je ne pensais pas ce matin avoir autant d'écho à ma présentation tout de suite. J'ai l'impression que je fais une synthèse de la matinée entre les propos tenus par le ministère de l'Industrie, le régulateur, l'aménagement, l'éducation nationale, enfin tous les intervenants ont eu des choses qui font écho dans ma présentation. Bon, alors c'est peut-être pas pour autant que je vais être le plus court, mais vous verrez que des choses qui se passent chez nous se passent exactement pareil chez vous. Alors, à qui j'appartiens? Donc, le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, globalement tout ce qui a trait au développement durable, a été créé en janvier de cette année par le regroupement d'un certain nombre d'établissements qui sont divers bureaux d'études, on peut les appeler comme ça, de l'État. Alors, ce grand bureau d'études qui groupe tout de même 3000 agents a pour mission d'apporter un appui scientifique et technique à tous les acteurs. Alors, nos clients, si on peut les appeler comme ça, sont évidemment nos ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais également le ministère du logement et de l'égalité des territoires. Donc, les missions de notre bureau d'études sont aux 3 volets de la mise en place d'une politique publique, c'est-à-dire en amont sa conception, au milieu sa mise en œuvre, et pour terminer, évidemment, et c'est un mot que j'ai entendu ce matin, c'est son évaluation. Vous pouvez avoir plus d'informations sur nos métiers en vous rendant sur notre site web cerema.fr. Alors parmi les établissements donc, de ce grand bureau d'études, il y en est un qui se situe dans l'Ouest, en Bretagne, à Nantes, auquel j'appartiens, dont le métier est l'irrigation des territoires par les infrastructures de réseaux de communication électronique. Donc avec 2 missions. La première mission, c'est l'appui aux collectivités territoriales qui sont les seuls véritables aménageurs du territoire et à travers elles donc, répondre à toutes leurs attentes et également une contribution aux travaux nationaux. À ce titre, par exemple, depuis sa mise en place, nous sommes aux côtés de la mission très haut débit pour la mise en œuvre du plan France très haut débit. Alors, nous mettons à disposition sur notre site un certain nombre de documents, soit des fiches pédagogiques recto verso très simples, soit des documents un peu plus élaborés sur des retours d'expérience ou des guides de bonnes pratiques concernant essentiellement donc, le déploiement des réseaux. Alors là, celle-là, je vais, même pour gagner du temps, passer très court. Vous voyez que, en fait, on est passé d'une société dans laquelle on numérisait des services à une société dans laquelle, nativement, les services sont numériques. Et ça touche tous les secteurs, donc ça a été dit et répété, de l'industrie au loisir, à la mobilité, tous les secteurs, aucun secteur n'échappe au numérique. Et pour pouvoir bénéficier des services, évidemment, il faut des infrastructures. Alors, ce matin, Sid Raja a cité des objectifs pour le Maroc. L'Europe a fixé ses propres objectifs. Alors, avant de fixer des objectifs, il faut pouvoir les quantifier. Donc, dans le vocabulaire, si vous allez sur le site donc, de l'Europe récupérer quelques littératures, vous verrez qu'il y a 3 expressions. Les réseaux classiques. Alors, classique, c'est grosso modo comprenant l'ADSL. Donc là, on considère que la question est résolue. Ensuite, on s'intéresse au réseau à très haut débit. Alors, très haut débit, c'est de 30 à un peu plus de 30 à la limite du 100. Et les réseaux de nouvelle génération. Les réseaux qui, eux, dépasseront 100 mégas dès maintenant, et puis avec des perspectives de gigabits, qui sont déjà des services commerciaux qui sont ouverts à Hong Kong, au Japon, et puis même en France, il y a des opérateurs qui ont communiqué autour de ça. Alors, maintenant qu'on a défini
ces trois expressions, quels sont les objectifs? Alors, au plus tard 2020, alors 2020 c'est demain, hein, c'est dans 6 ans. On croit que changer de dizaine, ça paraît beaucoup plus loin, mais finalement nous sommes déjà en 2014. Donc c'est que tout le monde ait accès à un réseau d'au moins 30 mégas et plus, avec 50% des foyers qui auraient 100 mégas. Bon, c'est un objectif ambitieux, je vous l'accorde, c'est celui de l'Europe. En France, on l'a décliné. Alors, il a été surtout fixé il y a 2 ans, à l'occasion de la campagne électorale présidentielle chez nous. C'est pour ça que le 2022 s'explique par un horizon de 10 ans qui démarrerait en 2012. Donc, ce serait que 100% de la population française ait accès au très haut débit, avec une majorité, et donc là, on ne sait pas quel pourcentage on va obtenir, et un intermédiaire qui était donc à 5 ans par rapport à 2012, qui était que 50% des gens aient donc accès au très haut débit, au bout de 5 ans. Un petit rappel sur la technologie dominante. Donc, quelle différence finalement entre l'ADSL et les réseaux fibre optique qu'on va déployer? C'est que le réseau ADSL a été installé sur un réseau téléphonique qui existait, qui était déjà financé, qui avait été construit par une administration publique qui s'appelait les PTT, donc où les questions d'argent ne se posaient pas. Donc on a déjà démarré sur un réseau existant et on a rajouté des petites boîtes pour faire de la DSL et de l'accès Internet à haut débit. Pour mémoire, ça a quand même coûté 2 milliards d'euros à France Télécom d'équiper tous ces centraux téléphoniques pour l'Internet. Malheureusement, l'inconvénient de la DSL, c'est que plus la ligne est longue, moins on a de services, donc moins on a de débit, et moins riches sont les services auxquels on peut accéder. Et en particulier, si on est trop loin, on n'aura pas la télévision. Donc, après avoir décrit les objectifs, quels sont les moyens qu'on a? Alors, d'abord, les moyens techniques. Et ce matin, le représentant du ministère de l'Industrie disait le numérique n'est pas virtuel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce sont les services qui sont dessus qui sont virtuels. On parle d'informatique virtuelle, le cloud, certes, mais il faut des data centers et il faut de l'infrastructure. Donc j'ai groupé en 2 familles, évidemment les réseaux fixes, qui sont les plus chers à déployer, qui sont à notre disposition pour avoir du très haut débit, 30 mégabits par seconde. Une évolution du DSL sur le cuivre, sur la paire téléphonique, qui s'appelle VDSL, permet d'avoir 30, 40, 50 mégas, avec un inconvénient, c'est qu'il faut que les abonnés soient très près du central, à moins d'1 kilomètre. Donc ça touche 10 à 15% des abonnés potentiels du réseau. On a aussi chez nous le réseau de télévision câblé dans un certain nombre de villes, qui représente un marché non négligeable, puisqu'on parle de 8 à 9 millions de prises potentielles chez l'habitant. Et sur ce réseau de télévision, les ingénieurs ont développé un système qui permet de faire de l'Internet. Il y a eu une première génération qui s'appelle DOCSIS 2. Pour le très haut débit, et donc, enfin, pas le très haut débit, excusez-moi, les réseaux de nouvelle génération, Next, parce que c'est évidemment en anglais, Next Generation Access, les NGA, plus de 100 mégas. On a 2 technos à notre disposition, le FTTH qui a déjà été évoqué ce matin, et le câble DOCSIS 3. Côté mobile, on a déjà du très haut débit, c'est la 4G. La 3G a des performances que je situerais plutôt à la hauteur de la DSL. Donc on a du très haut débit avec la 4G. 4G c'est une technologie mobile, mais les opérateurs ont déjà des offres, et c'est le sens de ma petite illustration avec un boîtier qui est gros comme un paquet de cartes, qui est en fait un petit terminal pour faire de l'Internet fixe, chez soi, à domicile, avec un réseau mobile. Et il y a des offres qui vont avec, évidemment. Et pour les NGA, ça existera en mobile, puisqu'on teste déjà la 5G, c'est la course, et on sera là au-delà de 100 mégas. Ensuite, les moyens réglementaires. Donc notre ANRT à nous s'appelle l'ARCEP, et donc elle fixe des règles qui s'imposent aux opérateurs. Sur le réseau fixe, elle a mis en place, avec l'opérateur historique, une offre qui s'appelle PRM, qui veut dire point de raccordement mutualisé, qui consiste à résoudre le problème que je vous ai montré tout à l'heure sur la courbe, c'est-à-dire quand les lignes sont trop longues, les gens ont trop peu de débit. Donc on met de la fibre optique sur une partie du trajet jusqu'à ce qu'on appelle un sous-répartiteur.
Et quand on enlève 3 ou 4 km à une ligne, eh ben, elle a des performances bien meilleures et peut même accéder donc, au VDSL2. La petite illustration que je vous ai mise montre qu'on peut apporter du très haut débit au moins aux gens qui habitent au bourg et qui sont aussi les plus nombreux. Le deuxième domaine qui s'ouvre, qui démarre, c'est le FTTH, donc le Fiber to the Home, c'est-à-dire la fibre jusqu'à la maison. Donc, la régulation en France, elle a séparé des communes qu'on a appelées en zone très dense, où on a estimé, le régulateur a estimé que les opérateurs se feraient une concurrence effrénée et qu'il n'était pas nécessaire de fixer trop de règles. Et les communes en dehors, qui sont assez nombreuses, puisqu'il y en a 36 000 en France, des communes. Donc là, c'est hors zone très dense, et il a été imposé aux opérateurs ce qu'on appelle la complétude. Parce que la crainte, c'est que les opérateurs fassent de l'écrémage et qu'ils ne construisent que les lignes les moins chères. Tout à l'heure, Citre Raoucha disait que c'était 7,5% de la population, les lignes rentables. Chez nous, il y en a un peu plus, mais ça reste une problématique. C'est la rentabilité des infrastructures développées. Côté mobile, on a eu une loi en 2009 qui avait prévu que les fréquences libérées par l'extinction de la télévision analogique, puisqu'on est passé à la télévision numérique terrestre, devaient être utilisées en partie pour l'aménagement du territoire par des réseaux de très haut débit. Et dans ce cadre-là, les opérateurs qui ont eu des licences 4G ont l'obligation, alors voyez la partie rose sur la carte de France que je vous présente là, en fait, je vous signale que la France est le pays qui a la plus grande surface de toute l'Europe, y compris l'Allemagne réunifiée. Donc nous avons beaucoup de zones rurales, avec des problématiques qui me faisaient penser à ce que j'entendais ce matin. On n'a pas de désert, ou alors si c'est des déserts, c'est plutôt une expression extendue. Mais on a ce problème. Donc vous voyez, en France, les communes prioritaires de la 4G sont toutes les communes rouges. Donc il y a du travail, même chez nous, pour couvrir la France. Et les opérateurs ont des obligations, avec un point de rendez-vous à 5 ans et à 10 ans. D'ici 10 ans, ils doivent avoir couvert 90% de la population de ces communes, pour éviter qu'ils ne se contentent de faire les centres-villes et des grandes agglomérations et qu'ils gagnent leur vie avec ça. Ensuite, les moyens législatifs, eux, auxquels je fais allusion rapidement ici, sont plutôt à destination des collectivités. La loi Grenelle 2, donc, qui était destinée à l'engagement de la France sur les questions d'écologie, a aussi développé un certain nombre de dispositions concernant le développement durable et a introduit le numérique dans le code de l'urbanisme, en disant aux collectivités, messieurs et mesdames les collectivités, vous êtes priés, quand vous faites une étude, et en particulier ce qu'on appelle chez nous un schéma de cohérence territoriale, qui est un projet de territoire à horizon 15-20 ans, de leur dire, prenez en compte le numérique dans votre projet de développement durable de votre territoire, à toutes les étapes. D'abord, vous faites un diagnostic pour savoir quelle est la couverture par les services sur votre territoire. Ensuite, vous définissez un projet. Qu'est-ce que vous ouvrez à l'urbanisation? Quelles seront les contraintes justement à faire respecter pour que cette urbanisation soit un succès? Et enfin, la mise en œuvre elle-même. Le PLU, qui est le plan local d'urbanisme, doit aussi prendre en compte parce qu'en fait, il décline à l'échelle d'une commune ce qui a été défini sur le territoire, qui représente, pour vous donner une idée, peut-être 30, 40, 50, 60 communes dans un département, qui est donc, on passe du SCOT au PLU, et on fixe un règlement qui dit ce qui est permis et sous condition et ce qui est carrément interdit. Et donc quand on dit on veut ouvrir une zone à l'urbanisation, on peut dire il faut des critères de qualité renforcés en matière d'aménagement numérique. L'utilité de tout ça, c'est évidemment d'éviter les écueils. Deux petits exemples. En Limousin, dans le centre de la France, un maire a financé 80 000 € pour un lotissement communal. Au bout de 2 ans, il n'avait rien vendu parce qu'il n'y avait pas Internet sur cette partie de la commune. Donc il faut qu'il remette 150 000 € pour faire une opération montée en débit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et inversement, la fibre déployée n'importe comment peut poser des problèmes. Et dans le département de l'Ain, le syndicat d'électrification a fibré en priorité les villages qui avaient un mauvais ADSL. Résultat, les jeunes se sont précipités dans ce village pour avoir la fibre optique. Le maire a construit des lotissements, il a été obligé de céder à la pression
Et résultat, il n'y a pas les infrastructures qui vont bien pour accueillir les jeunes populations. Initiative privée des opérateurs, voyez à quoi ils s'engagent. D'ici 10 ans, la zone blanche, c'est ce qui est blanc sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les 80% de territoire qui restent à couvrir? Ben, vous avez deviné, c'est la puissance publique, ce sera l'initiative des collectivités, puisque c'est ainsi que les choses se sont organisées, notamment suite aux directives européennes, où le marché de communication électronique est un marché qui est laissé à l'initiative privée. En Australie, ils ont décidé de faire autrement. Il y a un opérateur national qui est chargé du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Alors, je rappelle évidemment que les collectivités sont chargées de l'aménagement du territoire et elles ont aussi des moyens financiers de long terme pour pouvoir investir sur ces réseaux qui seront amortis dans 20, 30, 40 ans. On construit pour très longtemps, il faut le savoir. Alors, comment elles interviennent? Il ne faut pas intervenir n'importe comment. Première chose, définir une stratégie. Ce mot, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans le courant de la matinée. Et comment on définit la stratégie du département? En définissant ce qu'on appelle le schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce document? D'abord, il doit définir les cibles. Quelles sont les définitions? Quelles sont les cibles prioritaires? Qui? Alors, il y a des départements qui privilégient l'entreprise, d'autres qui privilégient le grand public. Après, avec un certain dosage des uns et des autres. Ensuite, il y a le où. Et c'est peut-être l'occasion, et c'est en ça que je disais comment les collectivités aménagent leur territoire avec le très haut débit, c'est quelles sont les villes équilibres, où est-ce que je vais commencer à construire le très haut débit, est-ce que je vais me rapprocher des grosses agglomérations, ou est-ce que je vais en profiter pour équilibrer mon territoire. Après, il faut évidemment savoir combien ça coûte, parce que c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce combien ça coûte qui permet de fixer un calendrier en fonction des ressources qui peuvent être mobilisées. Et enfin, une fois qu'on a étudié tout ça, il faut monter un projet. Et pour monter un projet, il faut une maîtrise d'ouvrage forte. Et comme les collectivités n'ont pas les compétences, évidemment, il faut des conseils extérieurs. Alors, elles doivent se mettre en ordre de marche, les collectivités. Alors, à la bonne échelle, un conseil la plus grande échelle possible. Un conseil régional, c'est une très bonne échelle. Le plan France Très Haut Débit a exigé que ce soit au moins à l'étage d'un département. Conseil général, chez nous, ça veut dire département. Avec des partenaires qui peuvent se grouper dans ce qu'on appelle un syndicat mixte ouvert. Et parmi ces partenaires, j'attire l'attention sur un seul, c'est le syndicat d'électrification. Parce qu'on peut déployer la fibre optique sur les lignes aériennes de l'électricité. Ça va plus vite et c'est moins cher, moyennant un certain nombre de précautions techniques. Beaucoup moins cher que le génie civil traditionnel. Donc, pour la question de la finance, parce que si on ne s'est pas mis d'accord, le projet ne peut pas émerger. Donc, on demande à chacun selon ses moyens. Et tout à l'heure, M. Filtrat a évoqué la question de la péréquation. Évidemment, tout est là, c'est que les plus riches payent un peu pour les plus pauvres. C'est indispensable pour que les projets puissent sortir. Et pour finir, ce n'est pas tout de construire un réseau, mais il faut trouver un client ou des clients, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès à Internet qui vont être locataires et qui vont venir apporter des services. Il n'y aura rien de plus terrible qu'un réseau qui soit utilisé par personne. Et donc on a mis en place en France une structure qui s'appelle la Société publique locale. Grosso modo, c'est comme une société anonyme, sauf que les investisseurs, les actionnaires sont les collectivités. Et ce sera ma dernière diapositive. Que fait l'État dans tout ça? Ben, l'État, il ne se contente pas de donner des conseils, il a aussi mis de l'argent sur la table. Il a lancé donc un appel à projet très haut débit pour susciter chez les collectivités des projets. Il a proposé 3 milliards d'euros de subventions pour les 5 années à venir. Et d'ores et déjà, il y a une soixantaine de départements qui ont déposé de dossiers. Alors attention, la carte est trompeuse, hein. Il n'y a pas la couverture totale des départements que j'ai coloriés en vert. Chaque département a des projets. Les uns construisent 20 000 lignes, d'autres 100 000, d'autres 150 000, évidemment en fonction de leur population, de leurs moyens financiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces informations. Merci pour ce partage d'expérience que vous avez